Les premiers soldats nord-coréens envoyés en Russie pour se battre contre les forces ukrainiennes ont été annoncés comme morts. Ce sont des informations qui ont été rapportées par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, confirmées par le Pentagone, et on a aussi pas mal de vidéos ainsi que des photos de soldats morts nord-coréens. Alors, c'est un tournant dans la guerre en Ukraine, c'est une internationalisation du conflit, même une forme aussi de guerre par proxy entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Et on va s'intéresser dans cette vidéo à la capacité que auront les Nord-Coréens à peser dans le conflit et si oui ou non ils vont avoir justement un impact décisif. Mais avant de commencer, je m'appelle Joseph Roche, je suis correspondant en Ukraine depuis mars 2022. J'écris pour des médias anglophones et francophones, mais aussi je fais des vidéos de géopolitique sur YouTube, sur l'Ukraine, mais aussi sur Israël et la Palestine, sur le Moyen-Orient et sur la politique américaine, qui sont des sujets qui me passionnent. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner, mettre un like et laisser des commentaires. Alors tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'il y a plus ou moins 12 000 soldats nord-coréens qui sont engagés dans la poche de Koursk. Et ces soldats nord-coréens sont arrivés suite à un accord d'autodéfense mutuelle signé entre la Corée du Nord et la Russie en 2024. Alors avant de commencer, il faut un peu revenir sur les relations entre la Russie et la Corée du Nord, parce que même si de temps en temps on peut simplement considérer la Russie comme étant limitrophe de l'Europe, il ne faut pas non plus oublier que la Russie est un pays immense, d'ailleurs qui n'est pas né ex nihilo, hein. La Russie s'est construite via le colonialisme et l'impérialisme, et par du coup, extension, la Russie a une frontière avec la Corée du Nord. Et il y a une histoire de défense, ou en tout cas d'alliance mutuelle entre la Corée du Nord et la Russie depuis le début de la guerre froide, avec l'Union soviétique qui a soutenu la Corée du Nord contre la Corée du Sud qui était de son côté soutenue par l'Amérique. Et les deux pays ont eu des accords de défense mutuelle déjà à l'époque, notamment en 1961. Mais c'est vraiment à partir de Gorbatchev qu'on voit petit à petit un éloignement entre l'Union soviétique et la Corée du Nord, parce que Gorbatchev avait une volonté de se rapprocher de l'Occident, et la chute de l'Union soviétique en 1991 ne fait que confirmer cette tendance où la Russie va petit à petit s'éloigner de la Corée du Nord, mais c'est avec l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine en 2000 qu'on commence à revoir des débuts de coopération entre la Russie et la Corée du Nord, avec le premier voyage réalisé par Vladimir Poutine en Corée du Nord, la première année de son premier mandat en 2000. Et depuis, les relations ont été plus ou moins distendues, avec des rapprochements, avec des pauses, etc., etc. Mais il faut attendre la crise criméenne en 2014 pour voir de nouveau un rapprochement entre les deux pays, parce que d'un côté, la Corée du Nord a soutenu la reconnaissance de l'annexion de la Crimée par la Russie, et la Russie de Vladimir Poutine, à ce moment-là, essayait aussi de se désenclaver des sanctions de l'Occident suite justement à l'annexion de la Crimée, et se rapprocher d'autres partenaires plus asiatiques et moins européens. Et c'est en 2022 que la tendance va encore plus s'accélérer, avec des accords de défense mutuelle entre la Russie et la Corée du Nord, avec la Corée du Nord qui a envoyé des millions d'obus à la Russie de Vladimir Poutine pour continuer sa guerre de haute intensité en Ukraine. Et il ne faut pas négliger le fait que ces obus ont vraiment eu un impact sur la ligne de front, parce qu'un million d'obus, ça représente plus ou moins l'utilisation que peut avoir une armée comme la Russie par an sur la ligne de front. De son côté, l'Ukraine, qui a eu à un moment une pénurie d'obus, a pu s'appuyer sur les partenaires occidentaux, avec la coalition menée par le président tchèque Peter Pavel, qui allait à travers le monde pour chercher des obus de 255 mm en faveur de l'Ukraine. Et du coup, actuellement, les Russes et les Ukrainiens sont plus ou moins à égalité sur l'utilisation de l'artillerie, même si bien sûr la Russie a toujours une mainmise. Et ça, c'est notamment le fait de l'alliance entre Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord, et Moscou. Mais c'est vraiment en 2024 qu'on va voir cette accélération, avec le premier voyage de Vladimir Poutine en Corée du Nord depuis 24 ans, parce qu'il était allé la première fois seulement en 2000, et pour le coup, avec une véritable signature, cette fois-ci, d'accords de défense mutuelle, avec la promesse faite entre les deux entités que si l'un des pays était attaqué, l'autre allait le protéger. Donc c'était des accords auxquels on était plus ou moins au courant, les Ukrainiens étaient plus ou moins au courant de ces accords, mais ça ne les a pas empêchés de lancer une attaque contre la Russie en été 2024, et occuper jusqu'à aujourd'hui une partie pas importante, mais quand même une partie non négligeable, en tout cas d'un point de vue symbolique, de la Fédération de Russie, avec quelques milliers de kilomètres carrés occupés par l'Ukraine dans l'oblast de Koursk. Et depuis, d'ailleurs, la Russie n'a toujours pas réussi à dégager ses soldats ukrainiens. On les estime plus ou moins à 20 000 soldats. Et en phase 2, les soldats ukrainiens font face à 50 000 soldats, dont 12 000 soldats nord-coréens. Mais du coup, est-ce que ces soldats nord-coréens vont-ils avoir un impact? Et en fait, c'est là où on peut remettre en question
si pas l'alliance entre Pyongyang et Moscou d'un point de vue technologique et d'un point de vue armement, mais on peut remettre un peu en question cette alliance d'un point de vue humain, parce que pour l'instant, 12 000 soldats ne va pas vraiment faire de différence, et même s'ils envoyaient entre 50 000 et 100 000 soldats, étant donné qu'on est face à des troupes de mauvaise qualité, on peut se poser la question sur l'efficacité justement de ces soldats, mais encore une fois, il faut le voir. Mais il y a trois éléments qui, moi, à mon sens, me font pencher sur le fait que ces soldats ne vont pas avoir beaucoup d'impact sur la guerre. Et c'est aussi une réflexion qui a été partagée avec moi par un commandant de l'armée ukrainienne que j'ai rencontré lors d'un reportage à Soumy, donc cette région qui est frontalière de la Russie, de laquelle est partie l'offensive ukrainienne à Koursk. Donc, pourquoi je pense que ça va pas être efficace? La première raison, c'est les questions de communication. Alors, les soldats nord-coréens ne parlent pas russe et les Russes ne parlent pas nord-coréen. Alors, s'il y avait une tradition russophone et russophile en Corée du Nord à l'époque du père de Kim Jong-un, depuis l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un, ce dernier a plus ralenti les relations, si pas politique, au moins culturelle, entre la Russie et la Corée du Nord. Du coup, on a de moins en moins de personnes qui sont bilingues entre le coréen et le russe, même si ça existe. Mais en tout cas, pour coordonner une armée de manière interarmée, le fait d'avoir des problèmes de communication pose énormément de soucis pour potentiellement bien coordonner justement ces armées. Donc ça, c'est vraiment le premier problème. Le deuxième problème, c'est la question de l'expérience. Euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la Russie, qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'Ukraine, ces deux pays, ces deux entités, depuis le début de la guerre, ont acquis une expérience du feu qui, je pense, est hors du commun pour les guerres du futur, notamment avec l'utilisation des drones. Les Ukrainiens qui étaient en position de faiblesse ont réussi à montrer des prouesses extraordinaires dans l'utilisation de cette nouvelle arme qui fait vraiment la différence sur le champ de bataille, avec plusieurs milliers de drones aujourd'hui produits par jour localement par les Ukrainiens en Ukraine. Mais de son côté, la Russie n'est pas en reste, avec aussi un développement assez important de son arsenal de drones. Et aujourd'hui, on peut estimer que les Ukrainiens et les Russes sont à parité sur l'utilisation du drone, et que s'il n'y a pas plus d'aide occidentale pour développer l'arme drone, les Russes bientôt pourront vite dépasser les Ukrainiens. Mais il n'empêche que les Nord-Coréens, de leur côté, n'ont pas l'expérience d'armes comme les drones, n'ont pas l'expérience de se cacher des drones, n'ont pas de drones opérateurs. Et surtout, c'est une armée qui ne s'est pas battue depuis des décennies et qui, du coup, n'a pas l'expérience du feu et va devoir rattraper cette expérience du feu face à des soldats qui plus est dans la poche de Kursk, qui sont des soldats d'élite, parce qu'il faut rappeler que les soldats qui ont été envoyés dans la poche de Kursk pour se battre contre les Russes sont un peu la fine fleur de l'armée ukrainienne, notamment avec la 22e brigade que j'ai rencontrée à Soumy, qui est l'une des meilleures brigades de l'armée ukrainienne. D'ailleurs, c'est un peu un débat qui est actuellement en interne en Ukraine en disant est-ce que ces hommes ne seraient pas mieux utilisés dans le Donbass pour stopper l'avancée russe. Mais de l'autre côté, d'autres personnes disent que les 50 000 soldats qui sont utilisés par la Russie dans la poche de course contre 20 000 soldats, de toute manière, auraient été utilisés soit pour lancer une offensive sur Soumy, soit pour continuer leur offensive dans le Donbass. Il n'empêche que les Nord-Coréens, par rapport à ça, face aux soldats russes aguerris et face aux soldats ukrainiens aussi aguerris, sont, on va dire, un peu à la traîne et n'ont pas du coup les mêmes réflexes, la même expérience. Et sans expérience, on peut s'attendre à un taux de perte assez important. Et le troisième problème qui, à mon sens, va poser justement des complications dans la gestion interarmée, c'est aussi tout simplement la question du matériel coréen. Alors les Coréens produisent beaucoup, mais n'ont pas forcément du très bon matériel. Je lisais un rapport, par exemple, qui disait qu'ils n'avaient pas beaucoup d'entraînement dans le combat de nuit. Ils n'ont pas beaucoup de matériel pour se battre justement dans des contexte de combat de nuit, et on sait que justement dans la poche de course que la majorité des combats, pas la majorité mais une partie assez importante des combats se passe pendant la nuit. Et du coup, la question qu'on peut se poser par rapport à ça, parce que j'imagine que les Russes comme les Nord-Coréens sont conscients un peu des faiblesses de leur armée, ou pas d'ailleurs, c'est un peu le principe parfois des dictatures, où justement la chaîne de commandement ne rapporte pas vraiment les problèmes en interne. En tout cas, la guerre en Ukraine nous a montré que même si les Russes avaient dans une certaine mesure surestimé leur armée lors des premiers mois de la guerre, ces derniers ont réussi à se réadapter de manière assez brillante pour continuer à mener une guerre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Kim Jong-un n'a pas livré des hommes et des armes sans contrepartie, et les contreparties sont au nombre de trois. En tout cas, moi, j'en ai identifié trois. La première contrepartie pour la Corée du Nord, c'est tout d'abord un échange d'armement et de soldats contre
de la nourriture et contre du pétrole et du gaz pas cher. Donc ça, c'est quelque chose qui fait vraiment partie des échanges entre Pyongyang et Moscou. Le deuxième est plus d'ordre diplomatique, c'est que la Russie, qui siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, peut utiliser son droit de veto en faveur de la Corée du Nord, notamment sur l'usage de missiles balistiques et son développement nucléaire. Et ça me mène vers la troisième raison. Et la troisième contrepartie, c'est que la Russie, en échange justement de ses soldats et de ses obus nord-coréens, peut aussi commencer à partager ses technologies nucléaires pour aider la Corée du Nord, dont le rêve est justement d'obtenir l'arme nucléaire, d'obtenir rapidement ces technologies avec un échange de technologies, alors qu'il se fera bien sûr contre les traités de non-prolifération que la Russie a signés. Mais bon, c'est pas la première fois que la Russie ne respecte pas ses engagements. Donc je pense qu'ici, rien de nouveau sous le soleil. Donc ça, c'est vraiment trois contreparties essentielles que la Corée du Nord peut avoir. Et ça va poser d'énormes problèmes. Le premier problème, selon moi, c'est la question de la Chine, parce que alors la Chine est très heureuse d'avoir la Corée du Nord comme étant une forme d'État tampon entre elle et la Corée du Sud, parce qu'il ne faut pas oublier que toujours aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers de soldats américains qui sont stationnés en Corée du Sud. Donc la Chine est très heureuse d'avoir justement cette zone tampon et n'a pas forcément envie ni intérêt à ce qu'il y ait une internationalisation de la crise russo-ukrainienne en Corée, parce que même si bien sûr la Chine de Xi Jinping joue de cette lutte contre l'Occident, de cette lutte contre le monde unipolaire. Alors à titre personnel, je ne suis même pas sûr vraiment de ce que ça veut dire monde unipolaire. Je pense que c'est plus un effet de manche de rhétorique anti-occidentale, mais d'un point de vue purement géopolitique, il n'y a pas de monde unipolaire, il y a un monde multipolaire, et ce depuis bien avant la guerre froide. Mais bon, c'est aussi un narratif qui est utilisé en interne pour justifier, je sais pas, une guerre d'agression contre certains alliés de l'Occident, dont l'Ukraine. Mais en tout cas, tout ça pour dire que il n'y a pas de volonté d'internationalisation de la crise, et la Chine, pour l'instant, observe de manière assez attentive l'évolution de cette alliance, parce que ce qu'on a oublié de dire aussi avant, c'est que pour la Corée du Nord, c'était aussi un moyen de se dégager de la pression de la Chine et de développer un partenariat avec la Russie pour justement ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier et commencer un peu petit à petit à s'émanciper de la Chine. Donc la Chine regarde ça d'un point de vue très pragmatique, parce que, comme je disais, même si la Chine a un peu cette rhétorique, on va lutter contre le monde multipolaire, la Chine fait plus de business avec des pays d'Asie du Nord-Est, par exemple, comme le Japon. Et en général, on estime les échanges commerciaux entre la Chine et les pays d'Asie du Nord-Est autour de 300 milliards, ce qui n'est pas du tout le même chiffre que la Chine a dans ses échanges avec la Russie ou avec la Corée du Nord. Donc la Chine, elle, de son côté, n'a pas forcément envie que la situation s'internationalise, avec potentiellement le Japon qui rentre dans la danse et bien sûr l'Amérique qui dans le Pacifique qui peut rentrer dans la danse. Donc la Chine n'est pas vraiment rassurée par rapport à ça. Mais le pays qui est le moins rassuré par rapport à ça, c'est bien sûr la Corée du Sud. Parce que si les Nord-Coréens commencent à obtenir une expérience du feu du type Russie, ça pourrait poser énormément de problèmes, étant donné que eux n'ont pas forcément cette expérience-là. Et admettons que le conflit se dégèle, la Corée du Sud pourrait se retrouver dans une situation très embarrassante avec une Corée du Nord qui a obtenu énormément d'expérience, notamment expérience drone, mais aussi expérience aérienne, parce que on estime que les pilotes nord-coréens vont bientôt s'entraîner sur cibles réelles en Ukraine et vont du coup obtenir une expérience de guerre de l'air assez importante qui pourront peut-être utiliser potentiellement contre la Corée du Sud. Donc la Corée du Sud n'est pas du tout rassurée, ce qui peut être dans une certaine mesure positif pour l'Ukraine, parce que il ne faut pas négliger la capacité militaire de la Corée du Sud qui est quand même exceptionnelle, parce que la Corée du Sud est la cinquième armée mondiale, avec 3% de son PIB en 2016 qui était consacré à la défense, avec une armée de réserve très importante. Mais surtout, ce qui se passe, c'est que depuis le début de la guerre en 2022, la Corée du Sud n'a pas vraiment envoyé directement de l'aide à l'Ukraine. Elle l'a fait via des pays partenaires. Mais si demain, la Corée du Sud a envie d'aider l'Ukraine pour contrecarrer et affaiblir la Corée du Nord, elle peut le faire, et Kiev n'attend que ça. Et on pourrait même estimer dans une certaine mesure que ça pourrait remplacer l'aide américaine. Alors pas complètement, mais les Sud-Coréens sont quand même pas mal dépositaires d'armement occidental et d'armement américain. Et
le président de Corée du Sud pourrait très très bien jouer un peu la corde sensible avec Donald Trump qui a envie de se retirer du conflit en disant vous donnez 50% moins et nous, on va remplir le vide euh, et commencer à envoyer plus d'aide à l'Ukraine. Et donc ça peut vraiment être problématique pour la Russie de Vladimir Poutine, ce qui nous amène à notre conclusion de dire pourquoi est-ce que Vladimir Poutine a eu un intérêt ou a voulu commencer justement ce partenariat avec les Nord-Coréens. Alors, avec les obus, etc., ça c'est complètement logique et ça c'était très intelligent de sa part. Mais quel est l'intérêt d'internationaliser à ce point la guerre en envoyant des soldats, en plus pas de très bonne qualité et en plus pas vraiment en grand nombre sur la ligne de front. Et moi, la réponse que j'ai en tête, c'est que la Russie est dans une forme de faiblesse et a besoin de renforts parce que elle a des pertes assez importantes en Ukraine et il y a vraiment cette peur, je pense, du régime de faire une troisième vague de mobilisation qui pourrait avoir des conséquences sociologiques, politiques, économiques et démographiques très fâcheuses sur la Russie. Et alors, moi, je ne crois pas tellement sur le fait que la Russie ou que les Russes vont se révolter contre le pouvoir, mais une troisième vague de mobilisation pourrait vraiment poser un problème pour le régime de Vladimir Poutine, qui plus est avec quand même des gains en Ukraine qui sont quand même très 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 minimes. Donc ça explique les raisons pour lesquelles le Kremlin essaye de recruter un peu partout où il peut. On a des mercenaires du Yémen, des mercenaires de Syrie à une époque. On a des gars qui viennent du Bangladesh, des gars qui viennent d'Afrique. Donc, on a vraiment une internationalisation aussi de combattants étrangers qui, pour des salaires très élevés, viennent se battre. Il y a aussi, bien sûr, les salaires qui sont offerts aux soldats qui rejoignent l'armée russe, avec parfois des primes qui sont l'équivalent d'un salaire annuel en Russie. Donc ça explique aussi les raisons pour lesquelles la Russie arrive toujours à renflouer son armée, mais il n'empêche que euh, la Russie arrive quand même à un point où soit ils font une grande mobilisation qui posera des problèmes politiques, soit ils s'appuient sur leurs alliés, et du coup, là, le choix a été fait de s'appuyer sur des alliés, mais on commence déjà à voir les conséquences politiques et militaires de l'utilisation de ces soldats nord-coréens sur la ligne de front, qui a été d'un côté l'autorisation donnée par Joe Biden d'utiliser les attaques à masse sur le sol russe, et on commence déjà à voir ces effets-là avec notamment le recul petit à petit des aérodromes russes et du coup l'emploi de moins en moins important de bombes planantes qui est vraiment l'avantage stratégique des Russes sur le front ukrainien. Et de l'autre, potentiellement, en fait, la Corée du Sud, comme on l'a expliqué juste avant, qui pourra rentrer dans la danse et commencer à soutenir de manière hybride la guerre en Ukraine et avec, en fait, dans une certaine mesure, une hybridation du conflit nord-coréen, sud-coréen, sous fond de crise russo-ukrainienne. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un like, mettre des commentaires si vous avez des questions et à vous abonner bien évidemment parce que ça m'aide vraiment à continuer ces vidéos. Et moi, sur ce, je vous souhaite une très belle année et on se retrouve très prochainement pour une vidéo.